Marie-Louise d'Ormesson, est-ce qu'on se réveille du jour au lendemain en se disant je vais être éditeur? Comment est-ce qu'elle vient cette vocation littéraire? Bon, je ne suis pas forcément la plus représentative des éditrices, parce que quand on est la fille d'un écrivain, oui, on peut se réveiller en se disant je deviendrai éditeur. Enfin bon, tous les éditeurs ne sont pas enfants d'écrivains. Il est évident que moi, la vocation, elle est très très, très précoce. Enfant, je voulais être éditeur, je ne savais pas du tout quelle réalité ça recouvrait, mais j'étais passionnée, je voulais faire des livres. D'une part, il y avait énormément de livres à la maison était une sorte de grande bibliothèque, donc le fait d'être entouré de livres, pour moi, est essentiel. Et d'autre part, à travers les auteurs que je publie, j'aime aussi mon père écrivain. Il n'y a pas d'études pour être éditeur? Il y a divers maintenant filières, master, licence, Vitameuse, Saint-Cloud, enfin il y a quelques universités qui proposent des cursus et des formations pour devenir éditeur. Ça offre peut-être plus de chances, de débouchés, peut-être que c'est un peu plus rassurant pour l'éditeur qui embauche un jeune que de savoir qu'il a suivi une formation et que donc il est familier de ce que sont les épreuves, le code typo, enfin bon, il y a certains éléments qu'il faut apprendre, il y a quand même une part d'enseignement, mais l'essentiel du métier, c'est quand même plutôt un don ou une disposition d'esprit, et ça évidemment, on peut s'entraîner, et puis l'expérience permet d'être de plus en plus performant, mais rien ne remplace l'expérience. Un bon éditeur, finalement, c'est quelqu'un qui ressent bien un livre. Le métier a quand même pas mal évolué, c'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, 15 ans, on pouvait être éditeur et faire parfaitement bien son métier en étant détecteur de talent. Donc c'était un lecteur, writer éventuel, architecte du texte. Aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi une dimension marketing commercial. Je veux dire, trouver d'excellents textes et publier d'excellents textes n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut trouver le lecteur et attirer le lecteur vers le livre. Alors justement, si je vous envoie un manuscrit demain, quel chemin est-ce qu'il va suivre chez vous? Alors je pense qu'il suit un chemin peut-être un tout petit peu plus court que dans des grandes maisons, mais évidemment classique. Dans la plupart des maisons, et les éditions, la même chose, ont un service des manuscrits et un premier tri, un premier lecteur qui ouvre tous les... Alors, tous les textes sont en tout cas examinés, sinon lus, aux éditions Élise d'Ormesson comme chez les confrères. Maintenant, dans ce qu'on nous adresse, il y a une majorité de textes, de manuscrits qui n'en sont pas. C'est-à-dire que c'est du papier qui est un peu noirci. Donc très très rapidement, en lisant le premier paragraphe, la première page, on voit que c'est impubliable. On voit le style, peut-être dès les premières lignes. C'est exactement l'absence de style. Oui. Parce que le style, quand on distingue une voix, un style, une écriture, là, il faut lire bien au-delà de la première page. Et c'est là que le deuxième filtre intervient, le deuxième lecteur, voire l'éditeur qui va lire le manuscrit. Mais je dirais qu'il y a un premier tri, tout simplement, qui peut être fait quasiment par un enfant. Enfin, je veux dire, ça saute aux yeux. Tout le monde ne sait pas écrire. C'est pas parce qu'on sait conjuguer les verbes et respecter la grammaire qu'on sait écrire. Selon vous, c'est quoi une bonne histoire? Quel qu'en soit le thème, un conte, un roman ou une nouvelle, qu'est-ce qu'il faut comme élément? Il y a une infinité de bonnes histoires, parce que je vous dirais que une bonne histoire, c'est une histoire qui divertit, c'est une histoire qui surprend, c'est une histoire qui est une promesse d'évasion, mais ça peut être aussi une histoire qui vous effraie, qui vous met mal à l'aise. Un bon roman peut être une lecture un peu plus qui désarçonne, qui déstabilise, ça peut être aussi excellent. Je veux dire, il n'y a pas que le roman bien ficelé, bien construit, efficace, qui
qui est un bon roman. Publier moins pour publier mieux, c'est la devise de votre maison d'édition. Pourquoi vous trouvez que les autres maisons d'édition ressemblent un peu à des usines à livres, qu'elles se préoccupent pas assez de leurs auteurs, du suivi de leurs livres? Alors là, c'était pas contre les autres qu'on s'est fixé comme devise, publier moins pour publier mieux. Aujourd'hui, je crois qu'il faut évidemment trouver de bons textes, évidemment travailler avec l'auteur pour que le manuscrit soit le plus abouti possible. Alors qu'il y a quelques manuscrits où il n'y a pas de travail, quasiment pas de travail à faire, puis il y en a d'autres où il faut un peu accompagner quand même l'auteur, il y a encore quelques couches de vernis, et donc ce petit travail à faire ensemble, mais mon rôle, ou le rôle ce que nous cherchons à faire, c'est effectivement, pour chaque livre, réfléchir aux meilleurs moyens pour que les lecteurs le découvrent. Alors quelquefois c'est des lancements qui sont très commerciaux, quelquefois c'est des lancements qui s'appuient plus sur la presse et la communication, sur la personnalité de l'auteur, sur l'originalité du roman et de l'histoire. Bon, il y a plusieurs types de lancements, mais pour chaque livre on réfléchit à un lancement sur mesure pour essayer de toucher ces lecteurs qui sont susceptibles d'aimer le livre, mais qui si on ne n'essaie pas de les accrocher et de les attirer, risquent de passer à côté du livre. Alors lorsqu'on édite des livres, on n'est pas tenté d'en écrire soi-même, d'en publier? Alors, dans mon cas, pas du tout. Il y a certains éditeurs qui sont écrivains. Je pense à Jean-Marc Roberts. Il y a une tradition, dans l'édition française notamment, de grands éditeurs qui étaient également romanciers ou écrivains. Et en ce qui me concerne, écrire est inenvisageable. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu être éditeur, mais jamais être écrivain. Là, je pense qu'il faudrait tuer le père, et ça, je n'en ai aucunement l'intention. Donc, je ne sais pas. Non, je suis pas ça ne m'a jamais tenté. Autant lire, réfléchir à la couverture, au titre, à la date de sortie du livre, aux événements auxquels on va faire participer l'auteur. Enfin, il y a toute une palette de questions. Rendre service à l'auteur, finalement. Alors justement, ce milieu d'édition du livre, de ces petits tas de feuilles sèches, comme disait Jean-Paul Sartre à l'époque, est-ce qu'il va bien aujourd'hui avec l'émergence de cette révolution numérique, ces tablettes tactiles, ces livres virtuels? Le numérique, l'édition numérique ne menace pas l'édition. Si ça devait menacer un secteur du monde du livre, ça serait plutôt les libraires. Parce qu'on va pouvoir acheter en ligne le livre numérique. Maintenant, pour moi, le fait que le livre soit disponible et accessible en numérique, sur des liseuses, des tablettes, enfin tout ça, c'est plutôt une chance, parce que c'est un autre format, un développement, et encore une possibilité de progression pour la lecture. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui est plus problématique, c'est que ces livres numériques peuvent être vendus par Amazon, Google, Apple, qui ne sont pas libraires, qui n'ont pas vocation à vendre des livres, qui vendent bien d'autres choses que du livre, mais qui néanmoins vont être bien placés pour pouvoir vendre des livres numériques. Et là, c'est plutôt ça qui est plus problématique et qui pose un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir de prescription. Ces livres seront disponibles, seront achetables, mais comment est-ce que le lecteur les sélectionnera? Là, ça laisse, il y a encore quelques incertitudes. Comme Frédéric Beigbeder, il faut préférer la sensualité plutôt d'un livre papier. Ça, personnellement, oui, je préfère la sensualité des livres papier, mais j'ai un iPad et pas encore un Kindle, mais j'exclus pas d'en acheter un, en tout cas un Sony Rider. Les deux vont coexister. C'est comme quand le livre de poche est arrivé, ça commençait à émerger. On a dit que ça condamnait le livre grand format. Enfin, on a bien vu que les deux formats pouvaient coexister et au contraire s'enrichir. Je pense que plus il y a de lecteurs, plus ça induit une prospérité pour l'édition en général. Et puis pour citer une dernière fois Jean-Paul Sartre, un livre donc n'est rien qu'un petit tas de feuilles sèches, ou alors une grande forme en mouvement, la lecture, vous approuvez? Bien sûr, la lecture c'est un mouvement, la lecture c'est une promesse d'évasion, la lecture c'est un voyage, la lecture c'est extraordinaire et je ne peux qu'encourager de s'adonner
cette passion au maximum. Merci beaucoup, Élisor Messon. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.